Bonsoir. Pas mal les gens. Tu peux pas Bonsoir faire Claire. on voit rien. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est mieux ça. Christine. On te voit pas bien. Non, mais ça fait rien. Moi, pas besoin de me voir. Moi, je veux voir. Bonjour Christine. Bonjour, bonjour. Donc, on vous invite, en attendant d'autres personnes, à vous poser tranquillement sur votre siège dans cet espace et puis à éventuellement fermer, après avoir dit bonjour si vous le souhaitez, les micros et mettre dans le chat un petit mot de gratitude pour quelque chose que vous avez vécu aujourd'hui ou dans la semaine et qui vous met en joie profonde et pour lequel vous aimeriez exprimer une gratitude. Et s'il y a des personnes qui ne savent pas utiliser le chat, juste levez la main comme ça et on vous accompagne. Bon, je vais regarder ça. Alors vous pouvez dire aussi la ville où vous vous trouvez ou le lieu. C'est pas forcément une ville, mais le lieu où vous vous trouvez actuellement. Ah, merci. Zut. Attends, perdu. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'espace-temps, l'espace virtuel, le chat, la consigne? Bienvenue à ceux et celles qui arrivent Bonsoir. des quatre coins de la France et plus loin encore. La petite consigne, c'est en attendant que nous soyons peu ou prou au complet, c'est de mettre un mot dans le chat, dans l'espace de discussion avec le lieu où vous êtes actuellement et puis une gratitude pour quelque chose que vous avez vécu dans la journée ou dans la semaine. Bonsoir, c'est reparti. Et puis, quand vous pensez que vous avez salué tout le monde, vous pouvez éteindre, fermer vos micros, comme ça on n'a pas d'interférence involontaire. Euh, du chien qui aboie, du marteau-piqueur, de la tondeuse. Bonsoir à tout le monde. Il y a Christiane qui a un petit souci pour entendre apparemment. Est-ce que les autres vous entendez bien? Oui, je vois des oui. Donc Christiane, à voir ce qui se passe chez vous. Peut-être au niveau du volume. Et si le problème persiste, peut-être se déconnecter, se reconnecter. Et tout dépend si vous êtes sur un portable ou sur un ordinateur. Oh, Anne, tu as vu les fresques de Giotto à Padoue? Oh mon Dieu, quelle chance! Ah, je comprends ta gratitude. Est-ce que tout le monde arrive à accéder au chat plus ou moins? Colette, coucou Colette, bienvenue. Gratitude pour des transformations à l'œuvre
dans une entreprise en lien avec la transition. Et la personne de Metz, de région parisienne, de Provence, de Suisse, de Montrouge et de l'île aux Moines, où je me trouve. Bien, ben nous allons peut-être commencer tranquillement. Et je passe la parole à Frédéric qui nous accueille dans l'espace virtuel et des possibles. Et puis Anne, pour l'enregistrement, si jamais il est possible que tu mettes en écran principal les personnes qui parlent, voilà, éventuellement de temps en temps le groupe, mais principalement les personnes qui ont la parole. C'est plus simple quand on fait des replays. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Frédéric Rochet, directeur du Forum 104. Alors, le Forum 104 est un lieu qui se trouve à Paris. Donc, voilà, il n'y a pas tellement de nature autour de moi. C'est plutôt un lieu minéral, le quartier Montparnasse, pour ceux qui connaissent. Donc, je représente le Forum 104, mais je voudrais aussi nommer les partenaires qui participent à créer ces confluences éco-spirituelles. Donc, il y a l'association Animatera, représentée par Christine, ici présente. Il y a également le Centre Assise, qui a une maison, la maison Saint-Gervais dans le Vexin, la maison de Toby également, qui contribuent les uns et les autres à faciliter la création de liens entre écologie et spiritualité. Alors le Forum 104, très rapidement, c'est un lieu qui, depuis 40 ans qui cherche à tisser des liens, à créer des ponts entre toutes les structures qui viennent au forum, entre la dimension individuelle et collective de l'existence, et puis entre différentes disciplines, entre différents thèmes, et l'écologie et la spiritualité, mais pas que, mais aussi l'intériorité, la dimension sociale, par exemple. Voilà, donc c'est un lieu qui, depuis 40 ans, qui a été créé par une congrégation des Pères Maristes, et qui aujourd'hui est accompagné par une autre congrégation qui s'appelle l'Assomption, qui notamment édite le Journal de la Croix ou le Pèlerin. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps ce soir parce qu'il y a une autre rencontre interspirituelle au rez-de-chaussée du forum. Voilà, c'est la vie et je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver prochainement parce que notamment il y a Christine qui anime un atelier Travail qui relie dans 2 jours au forum. Donc peut-être que ça vous donnera envie de venir nous rejoindre. Bonne soirée à vous. Merci Frédéric pour la confiance, l'espace et l'accueil. Et nous allons continuer avec juste resituer. Est-ce que vous pouvez lever la main, savoir si vous avez déjà participé à une des conférences précédentes? Juste savoir si je dois tout répéter ou radoter ou donner un... Bon, il y a quelques personnes, donc je resitue un petit peu. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle de 4 conférences. Dans le chiffre 4, on retrouve les 4 étapes de la spirale du travail qui relie. Travail qui relie, qui est une méthodologie, bien plus une philosophie, je dirais, un accompagnement de l'être humain dans sa transition, l'être occidental, mais plus largement, voilà, tous les humains en chemin de transition écologique et éco-spirituelle. Et la première étape, c'est s'ancrer dans la gratitude, vraiment reconnaître le don reçu de la vie et pouvoir réactiver notre pouvoir d'émerveillement. La deuxième dimension, c'est honorer notre peine pour le monde. Et Michel Maxime nous a donné une très belle conférence. Vous pouvez visualiser ces conférences sur le YouTube du Forum 104. Elles sont désormais, les 3 précédentes sont en ligne.
Donc, vous pouvez vous remettre voilà, dans le flow. La troisième étape de cette spirale du travail qui relie, cette spirale pour changer de cap, c'est changer de vision, changer de regard sur le monde, dans l'intuition qu'en changeant la façon que nous avons de nous représenter le monde et notre relation au vivant, bah, naîtra une réconciliation avec, avec ce vivant qui nous entoure et qui nous habite. Nous ne sommes pas dissociés. Et puis la quatrième étape aujourd'hui, qui est vraiment la concrétisation, le rassemblement de l'ensemble du processus, parce il ne s'agit pas en fait simplement de développement personnel, hein. Il s'agit aussi de comment on agit dans le monde, comment notre relation à nous-mêmes, à la nature, à plus grand que soi, vient féconder le monde d'une action positive pour nous aider à passer d'un monde qui détruit la vie à un monde qui soutient la vie. Et donc cette étape aller de l'avant est cruciale aussi parce que souvent on se perd soit dans l'hyperactivisme, soit on est terrorisé parce qu'on est impuissant. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer et aussi de reconnecter avec notre désir profond de qu'est-ce qui nous anime vraiment. Donc Michel Maxime va nous parler de tout ça avec ses mots et sa féconde habituelle, très très encourageante pour voilà, pour poser des pas concrets. Et cette conférence s'inscrit aussi dans le cadre d'un parcours plus large qui s'appelle le parcours sensible d'éco-spiritualité, où on avait donc ces 4 conférences et également 4 ateliers. On en a fait un de plus, mais 4 ateliers en sous-groupe pour vivre une expérience concrète avec des ateliers de travail où on est mis à l'œuvre, mise en selle pour pouvoir nous-mêmes vivre les 4 étapes de cette spirale. Donc voilà, là c'est une nourriture qui vient nous parler à la tête, au cœur, à nos émotions et voilà, et dans quelques jours, nous aurons aussi un moment en atelier en petit groupe. Michel Maxime, alors on se connaît depuis une vingtaine d'années, voilà, 2004-2024. Et Michel Maxime est pour moi un guide, quelqu'un qui m'inspire, à la fois sur le plan de l'engagement et à la fois sur le plan de l'ancrage spirituel, et puis sur le plan de la recherche, d'oser ouvrir des portes nouvelles, ou aller creuser dans les profondeurs de la tradition orthodoxe notamment. Donc Michel Maxime est sociologue et éco-théologien. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'éco-spiritualité, l'éco-psychologie, notamment un ouvrage fondateur qui s'appelle La Terre comme soi-même, aux éditions Labor et Fides. Il est également facilitateur de Travail qui relie et il a fondé en Suisse le laboratoire de la transition intérieure, qui pendant 7-8 ans a mis en œuvre énormément d'initiatives, à la fois en Suisse, mais beaucoup plus largement. Et puis, il dirigeait jusqu'à très récemment la collection Fondation écologique, toujours aux éditions Labor et Fides, qui ont publié notamment L'Espérance en mouvement, cet ouvrage référence de Johanna Messi sur les fondements du travail qui relie. Et puis également mon ouvrage Sur la terre comme au ciel, qui fait le tour des lieux spirituels engagés en écologie. Et aujourd'hui, on peut retrouver tout ton travail sur le site trilogie.org et notamment cet énorme ouvrage, je dis énorme pas juste par la taille, mais par aussi l'importance qu'il a, qui s'appelle Reliance, qu'il a écrit avec Tilly Grosjean et Élie Watley. C'est le manuel de transition intérieure qui est paru en 2023 aux éditions Actes Sud et où Tilly et Élie donneront demain et après-demain une conférence et un atelier au Forum 104. Donc, vous voyez, on est connectés, hein, sans le vouloir, mais l'invisible nous aide. Et donc, j'ai vraiment le plaisir voilà, pour cette dernière conférence, de te donner la parole, Michel Maxime. Et on se retrouve d'ici un certain temps pour un temps d'échange. Merci. Eh bien,
Merci Christine, merci pour ces mots. Bonsoir à toutes et à tous, à chacune et chacun. Vraiment très très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous et de pouvoir contribuer voilà, ce beau parcours et puis aussi poursuivre cette collaboration avec Christine et aussi avec Anne. Alors juste une petite précision par rapport à la présentation que Christine a fait. Je ne dirigeais pas, je co-dirigeais la collection Fondation écologique et d'ailleurs avec d'autres personnes, dont Philippe Roch qui est présent ce soir et que je profite de saluer. Voilà. Donc, ce soir, on est là pour ce 4e étape de la spirale du travail qui relie, qui est vraiment le moment de l'engagement et c'est vraiment cette question de quelle peut être finalement ma contribution avec d'autres à ce que John Messi appelle le changement de cap, ce que d'autres appellent la grande transition, voilà, pour vraiment l'avènement de ce changement de paradigme. Et ça, évidemment, à partir de ce qui a été vécu tout au long de cette spirale, avec ces moments que Christine a rappelés. Bon, moi, j'ai intitulé ça « S'engager dans une action juste ». On aurait pu aussi peut-être dire « S'engager de manière juste dans une action juste ». Et pour moi, ça a à voir avec ce dont je vais un peu vous parler et qui m'est cher, c'est un peu la voix ou les voix de la personne méditante-militante. Et je crois que cette notion, pour moi, elle est vraiment très, qu'on développe en particulier dans ce livre que Christine a mentionné, Reliance. Je pense qu'elle est vraiment assez pertinente et même très pertinente dans ce temps, justement, dans ce lieu d'intersection qui est le travail qui relie entre les dimensions d'intériorité et d'extériorité. Donc, je vais y revenir. Alors, si le mot, dans méditant, militant, si le mot militant, qui est très connoté, hein, le militant, ça vient du militaire, enfin, il y a vraiment comme ça des connotations assez lourdes. Donc, si ce mot vous gêne, n'hésitez pas à utiliser un autre, méditateur, méditatrice. Dans le monde anglo-saxon, on parle aussi d'activisme sacré, donc vraiment, sentez-vous libre par rapport à cette expression. Alors peut-être justement par rapport à cette personne méditante militante, peut-être quelques éléments de définition. Alors je pense qu'il y a, en fait, dans l'idée de personne méditante militante, il y a vraiment cette expression, cette traduction d'une articulation entre, d'un côté, tout un chemin de transformation de soi, de chemin spirituel, éco-spirituel, de transformation de soi, et de l'autre côté, tout un engagement, on va dire citoyen, éco-citoyen, pour la transformation du monde, pour cette grande transition écologique et sociale. Donc, c'est l'articulation entre ces deux pôles, et dans ce mot, méditante-militante, ce qui est important, c'est d'abord le trait d'union. Et le trait d'union, je dirais qu'il est très important parce que voilà, on reste souvent dans des pensées un peu dualistes où on sépare, on oppose. Et là, c'est vraiment, pour moi, l'expression du caractère indissociable entre ces deux termes et entre ces deux pôles. Au fond, il ne peut pas y avoir de changement de cap, donc de grande transition, sans une transition intérieure. C'est un peu ce que Etty Hillesum, vous savez, cette grande mystique juive qui a été gazée à Auschwitz, dans son journal absolument magnifique, à un moment donné, elle dit « Si rien ne change au-dedans, rien ne sera jamais vraiment changé au-dehors. » Alors après, on peut peut-être ajouter qu'en même temps, que changer intérieurement, qui est évidemment capital, ne va pas induire automatiquement un changement au niveau sociétal, au niveau structurel, au niveau économique. C'est pour ça qu'il faut vraiment articuler les deux. Donc, le premier point important, c'est le trait d'union. Et le deuxième point essentiel, c'est, pour moi, c'est le fait qu'on a mis méditant avant militant. Alors, ça ne veut pas dire que le pôle méditant serait plus important que le pôle militant, mais ça veut simplement dire que dans cette finalement spirale entre les deux, c'est une manière de valoriser la dimension d'intériorité qui est en fait spirituelle, qui est, à mon sens, souvent oubliée ou négligée, en particulier dans le monde de la militance. Et puis, deuxièmement, c'est peut-être aussi de souligner que, en fait,
le rôle ou l'importance de cette dimension intérieure, j'aurais envie de dire, comme source, comme levier premier, comme fondement de l'engagement. En fait, c'est vraiment dans cette descente à l'intérieur de soi, que ce soit par la méditation, par la prière, d'autres pratiques, c'est vraiment d'aller se connecter à une dimension plus grande que nous, qui va en fait être ce qui va nous inspirer, ce qui va nous orienter, ce qui va nourrir notre action de l'intérieur. Et vraiment avec cette idée que finalement, pour être féconde, toute action doit partir, on pourrait dire du cœur, doit partir du cœur profond. C'est vraiment une dynamique où on part de l'intérieur vers l'extérieur, où on part de l'être vers le faire, de l'invisible vers le visible, etc. Et en fait, il y a une circularité entre les deux. Un petit peu comme la danse, un petit peu comme la danse du yin et du yang, si vous voulez. Et puis finalement, l'important, c'est d'entrer dans cette danse. Et c'est la respiration entre les deux, hein, ce mouvement de l'inspire où on descend à l'intérieur pour ensuite ce mouvement de l'expire vers le dehors où on va pouvoir justement incarner, on pourrait dire, dans la chair du monde, voilà, et partager cet esprit, cette inspiration qu'on a reçue de la source en se reconnectant à la source. Mais en fait, à un moment donné, ce qui est important, c'est en fait d'entrer dans cette danse et puis peu importe le bout, c'est un petit peu comme la poule et l'œuf, peu importe finalement le bout par lequel on va entrer. Donc voilà peut-être quelques éléments sur cette notion de personne méditante, militante. Ensuite, sur le côté plutôt militant, c'est-à-dire voilà, un peu les types d'engagement ou les types de stratégies ou les axes, voilà ce qu'on pourra suivre. Alors là, Joanna Messi en propose 3 que moi j'ai un petit peu retravaillé et voilà que je vous propose. Alors c'est évidemment pas exhaustif, mais je dirais que pour ce changement de cap, en termes d'engagement, il y a vraiment, on peut dire en tout cas 3 axes. Un premier, qui est assez classique, c'est finalement ce qu'on pourrait mettre sous le terme de résistance, c'est-à-dire en fait développer des actions de résistance qui ont évidemment aussi une dimension de changement, mais alors ça, l'idée, c'est un peu on pourrait dire, de freiner, réguler tous ces processus destructeurs qui sont en cours, ce qui va aussi permettre de protéger ce qui doit et peut l'être, de réduire les dommages, voilà, vraiment un petit peu réguler ce système. Et ça va en particulier passer par des interpellations du politique, par des actions de toutes sortes qu'on connaît très bien dans la militance. Ça peut être des manifestations, voilà, des grèves, des marches pour le climat, ça peut être des actions de désobéissance civile, ça peut être des pétitions, ça peut être du travail de plaidoyer, de lobbying, ça peut être tous les outils qu'on peut utiliser en politique, voilà, des initiatives, des référendums, etc., etc., et puis qui vont justement conduire aussi à toute forme de démocratie. Puis on est plutôt sur cet axe que moi j'ai mis sous ce terme de résistance. Et qui est en fait résistance aussi comme une dimension de changement, mais qui finalement ne vont contribuer à un changement de cap, mais sont plus une manière, on pourrait dire, de bonifier ou d'améliorer le système et de corriger le système que de changer de système. Alors c'est pour ça que là, il y a un deuxième axe qui va plus dans le sens de changer, non simplement d'améliorer le système ou changer le système, mais de changer de système, donc de paradigme, c'est vraiment développer des alternatives. C'est la création d'alternatives pour faire naître justement ce monde nouveau, cette société nouvelle, ces nouvelles manières d'être et de vivre ensemble avec les autres, avec le vivant. Et là, ça rejoint cette kyrielle, c'est vraiment toute cette nuée d'initiatives qui fleurissent en particulier dans le mouvement de la transition, dans toutes sortes de domaines, l'agriculture, la santé, la consommation, les monnaies complémentaires, l'éducation, etc. Et puis pour moi, il y a un troisième axe qui est important parce qu'on est déjà confronté à on pourrait dire des effondrements, et puis on va être de plus en plus confronté à des effondrements de tous ordres, et donc là c'est vraiment, je dirais, résistance, création d'alternatives, mais aussi vraiment développer des actions de résilience, et pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et ça a à voir avec tout le développement
d'un tissu, en fait, on pourrait dire communautaire, vraiment de créer des liens, des réseaux, des liens, des systèmes de soutien et d'entraide pour justement augmenter, fortifier cette résistance, aussi bien au niveau individuel que collectif, pour faire face à tous ces effondrements. Voilà un petit peu. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un peu une cartographie avec 3 grands axes ou 3 grandes stratégies pour contribuer à ce changement de cap. Alors, si on articule ça maintenant avec le pôle méditant, le côté plus voilà, transformation intérieure, eh bien, un des grands enjeux, ça va être de comment, en fait, on va investir, comment on va vivre, comment on va s'engager et comment on va vivre ces engagements. Et dans la perspective de l'éco-spiritualité, pour moi, du travail qui relie et de la personne militante, eh bien, je dirais que peut-être que la manière de s'engager, au fond, est aussi importante que l'engagement et que ce pourquoi on s'engage. Là, en répondant un petit peu à ce que j'allais vous dire, il m'est revenu une parole d'Albert Camus que j'aime beaucoup. À un moment donné, il dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi parfois des mauvaises manières de s'engager qui, loin de résoudre les problèmes, peuvent même encore les aggraver. Alors, dans la perspective militante, eh bien, cette manière de s'engager va se traduire par des attitudes intérieures et qu'on peut qualifier en fait de vertus. Alors, des vertus, je dirais au sens pas des principes moraux auxquels il faudrait se conformer, c'est un petit peu voilà, une des définitions, mais je dirais, voilà, dans vraiment l'esprit du travail qui relie et au fond dans l'inspiration originale de la philosophie antique, des traditions de sagesse, c'est plutôt des attitudes, c'est des dispositions intérieures. On pourrait dire c'est des puissances d'être et d'agir. Peut-être que certains philosophes diraient c'est comme des forces d'âme, des vertus. Et je pense que le travail qui relie promeut et justement dans ce moment-là nous invite à mettre en œuvre toute une série de vertus à travers notre engagement. Alors, il y a déjà un certain nombre de vertus qu'on a pu explorer et mettre en œuvre, comme la gratitude, l'émerveillement, la lucidité, la compassion, etc. Et là, je vais vous en proposer un certain nombre d'autres, c'est-à-dire un certain nombre d'autres postures, attitudes intérieures, pour justement aller dans le sens de cet engagement de la personne militante. Et puis, je vais chaque fois un petit peu, en fait, les mettre en regard, sous la forme de dire préféré à, une façon de mettre en regard ces postures et ces attitudes intérieures par rapport à peut-être des postures et des attitudes qu'on peut trouver de manière assez dominante dans le monde de la militance classique. Donc là, j'en ai toute une série, je n'arriverai certainement pas à toutes vous les présenter, parce que l'important, c'est aussi d'avoir du temps pour discuter, mais voilà, une quarantaine de minutes, et là, je vais maintenant, en fait, en esquisser un certain. Christine a parlé du désir. Et je pense que c'est vraiment un point très important. Je dirais que, une première piste, c'est vraiment de préférer, on pourrait dire, le désir au « il faut ». Alors, on sait à quel point, et puis on le voit simplement quand on essaie de mettre en œuvre des changements dans nos modes de vie, dans nos éco-gestes au quotidien, qu'à un moment donné, ça peut devenir un petit peu laborieux, un petit peu fatigant. Et à quel point, justement, c'est important. Alors que ce soit dans un engagement politique, associatif et aussi simplement dans un engagement pour changer dans notre quotidien, que ce soit au niveau individuel, dans notre famille, etc., à quel point c'est important que cet engagement, pour qu'il soit durable, pour qu'il soit profond, soit justement ancré profondément dans notre être. Et ça, je pense que ça implique, cet ancrage, cet enracinement dans notre être, ça implique en fait 3 choses. Alors, le premier, c'est que, en fait, le fondement de cet engagement et de cette action ne soit pas qu'une réflexion intellectuelle. Alors, c'est important, évidemment, de s'informer, mais que ça ne soit pas simplement une réflexion intellectuelle à partir voilà, de chiffres,
de rapports, d'informations, mais que ça soit vraiment un mouvement du cœur. Donc ça veut dire que quand on parlait de cette lucidité, je crois que j'en parlais dans la conférence que j'avais donnée sur Honorer sa peine pour le monde, être lucide, c'est pas seulement être informé, c'est être touché. Être touché par ce qui arrive à la Terre et à tous les êtres qui l'habitent. Le deuxième moteur, c'est que ça ne doit pas seulement être le il faut, et c'est vrai qu'on a beaucoup dans l'écologie souvent de quelque chose qui peut être très normatif, avec beaucoup de il faut, il faut, il faut, mais que ça soit en fait le moteur, que ça soit le désir. Un désir qui est vraiment en lien avec, j'aurais dû dire, notre unicité, notre singularité, qui nous sommes, notre histoire, nos compétences, les conditions dans lesquelles nous vivons, et c'est pour chacun différent. Nous sommes tous différents. C'est pour ça que d'ailleurs nos engagements vont pouvoir être multiples. Mais le but, c'est vraiment, quand dans cette vision de préférer le désir où il faut, c'est d'aller se connecter à ce qui est vibrant, à ce qui est vivant au plus profond de nous. Donc vraiment notre puissance de désir. Comme vraiment je dirais, une composante essentielle de notre être. Et puis le troisième élément, dans ce préférer le désir où il faut, c'est que ça soit porté, cet engagement, à la fois au niveau individuel et au niveau communautaire, j'aurais envie de dire par une vision. L'importance d'une vision. Et là, on vient à cette importance je pense que c'est quelque chose que Christine a certainement développé dans la partie, voilà, changer de vision, changer de regard, c'est cette importance de l'imaginaire, en fait. Et d'être vraiment porté par une vision qui nous inspire. Et je crois que parce que seul finalement un désir fort et une vision d'une destination, un désir fort, on pourrait dire pour une destination qui, voilà, qui va un peu nous enflammer, hein, qui va un peu mettre le feu à notre cœur. Il n'y a que ça qui va pouvoir nous donner vraiment l'énergie, la détermination dont on va avoir besoin et dont on a besoin pour pouvoir mener cette transition et pour pouvoir aussi traverser tous les obstacles qui, immanquablement, vont surgir sur notre chemin. Voilà, donc c'est vraiment très, très important. Donc ces trois éléments, avoir une vision qui nous porte, la connexion à ce qui est vibrant et vivant en nous, et puis avoir comme fondement, en fait, le cœur brûlant. Voilà un petit peu ces trois éléments pour ce moment de préférer le désir au il faut. Deuxième posture importante ou attitude importante pour la personne méditante-militante, c'est, et je vais l'expliquer, préférer l'agir, non agir, à l'agir tout court. Alors, c'est vrai qu'on parle d'engagement, et s'engager, ben, c'est agir. Et on est appelé vraiment à agir, et pas juste à parler ou à écrire. Il y a nécessité d'agir. Mais la question dans une démarche militante, et je crois que c'est vraiment dans l'esprit du TQR, c'est de se poser cette question, quand j'agis, à partir d'où est-ce que j'agis? Au fond, la question c'est qui est aux commandes, ou qu'est-ce qui est aux commandes et au centre quand j'agis? Alors évidemment, c'est une question qui est hyper complexe, mais peut-être qu'on peut la résumer à cette question toute simple. Quand j'agis, est-ce que c'est l'ego qui est aux commandes? Voilà, l'ego avec toutes les forces cachées qui peuvent l'animer, les peurs, ses blessures, ses dépendances, ses manques. Voilà, on connaît cet ego cet ego de survie, qui veut s'affirmer, qui veut peut-être imposer ses idées, sa volonté. Est-ce que c'est cet ego qui est aux commandes? Ou est-ce que c'est une autre réalité, une autre force, une autre énergie, j'aurais envie de dire plus grande que soi, et qui peut être la force du vivant, qui peut être le souffle de la terre, ou qui peut être de manière plus spirituelle, ce qu'on pourrait appeler la force du divin, l'énergie de la grâce, le souffle de l'esprit, dont témoignent en particulier les mystiques. Voilà. Qu'est-ce qui est aux commandes? Et dans cette perspective, eh bien, la personne militante, elle va, au fond, à cet agir de l'ego, ou à cet agir du moi comme ça, le petit moi, qui est très volontariste en fait,
eh bien, la personne méditante va au fond substituer ce que la tradition taoïste appelle le Wu-Wei, W-U-W-E-I. Alors que moi, je traduisais toujours par non-agir, mais un ami taoïste m'a dit récemment, qui est sinologue, m'a dit non, non, il faut plutôt parler de agir, non-agir, plutôt que simplement non-agir. Et en fait, ça veut simplement dire qu'on agit, mais que c'est un agir sans un effort qui serait piloté par la volonté et par l'ego. Et donc, cet agir, non-agir, on voit bien, ce n'est pas du tout de la passivité, ce n'est pas du tout de l'énergie, mais ça va être justement cet agir qui va être animé par cette force, ce souffle dont j'ai parlé, qui est plus grand que nous. Et j'aurais envie de citer ici un grand mystique, Maître Eckhart. Et Maître Eckhart, grand mystique rénan, un moyenâgeux, à un moment donné, il dit dans un de ses textes, « Va dans ton propre fond, et là, agis. Car les œuvres que tu fais là, elles vivent. » Alors, je trouve cette phrase absolument extraordinaire, parce que ça veut dire que c'est en fait, ce fond, c'est le cœur profond, c'est le centre le plus central de notre être, qui est aussi le lieu de l'unité. Eh bien, on descend dans ce propre fond, et là, et à partir de là, on va agir, et ces actions, elles vont vivre, parce que précisément, elles vont être reliées à la source. Et donc, d'une certaine manière, elles vont être des manifestations de cette vie, de cette conscience, de cet amour, on pourrait dire majuscule, qui est la source de toute vie, de toute conscience, de tout amour. Voilà. Et on pourrait dire que ce n'agir, non-agir, eh bien, dans cette perspective, ben, il est très lié au lâcher-prise et à l'humilité. Ça, c'est une deuxième posture. Troisième posture, c'est ce que moi j'aime bien dire, appeler préférer la fécondité à l'efficacité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à peu près dans tous les milieux, y compris d'ailleurs, moi j'ai beaucoup travaillé dans les milieux des ONG, les milieux de la transition même parfois, mais beaucoup mais quand même dans des recherches de formes d'efficacité. Voilà, il faut être efficace, il faut optimiser, comme on dit, les ressources, les moyens, et puis on fixe des objectifs à réaliser avec des indicateurs qui permettront de mesurer ces objectifs, etc., etc. C'est un petit peu les logiques dominantes, un petit peu dans tous les domaines. Eh bien, je dirais que la personne méditante a cette efficacité qui, justement, qu'on va définir par des objectifs, voilà, plus ou moins court terme, d'ailleurs, et mesurables. Eh bien, la personne méditante, elle va préférer la fécondité. Fécondité plutôt que efficacité. Et la fécondité, eh bien, c'est quelque chose qui porte des fruits, j'aurais envie de dire, qui sont parfois invisibles, mais à long terme. Et alors là, et on est vraiment, ça rejoint le deuxième point, hein, ce fameux Wu-Wei, où on se connecte à cette force plus grande. C'est-à-dire que là, en fait, avec finalement, dans l'efficacité, ça peut nous conduire, parce que c'est de nouveau l'ego qui est souvent aux commandes, à vouloir forcer un peu le cours des choses par la volonté, en fonction d'un programme, en fonction d'un résultat à atteindre, alors que la fécondité, ça va plutôt nous amener à nous insérer dans un processus. Processus qui est le processus du vivant, qui est le processus de la vie, le processus de transformation. Donc on va s'inscrire dans la logique et la dynamique du vivant, et voilà. Tous ceux qui ont fait un petit peu de jardinage, finalement, on sait très bien que ce n'est pas en tirant sur sa tige qu'on va faire pousser une plante, hein. C'est justement plutôt en préparant la terre, en plantant une graine, en arrosant, en sarclant, et puis on va être un petit peu dans l'attente patiente que ça porte des fruits et que quelque chose émerge. Et là, je dirais bien que c'est un terme qui est souvent lié à la fécondité et qu'on aime bien dans la transition, et que Joanna Macy aime bien aussi, c'est l'émergence. Et je trouve que l'émergence, c'est un concept qui est finalement très libérateur, parce qu'il insère ce que l'on fait dans une durée, au fond dans une autre manière d'habiter le temps, un temps qui va justement être libéré de l'urgence, de l'immédiateté, du toujours plus vite, etc. Et ce qui est génial avec l'émergence, c'est qu'elle fait du temps
un allié plutôt qu'un adversaire. Et là, je reprends la métaphore du jardin, et tous ceux qui font du jardinage le savent bien. Dans la fécondité, dans le jardinage, ben, le travail, ça s'accomplit dans la profondeur. Hein. C'est là que voilà, les racines on plonge dans la terre pour ensuite permettre à ce que quelque chose émerge, qu'une plante pousse. On est dans l'invisible. Et en même temps, il y a une grande incertitude sur ce qui va en sortir. Et je crois que là, c'est vraiment une invitation aussi, dans cette fécondité, à une forme de détachement par rapport aux fruits de l'action. Et ça, c'est le grand enseignement de la Bhagavad Gita, ce grand texte de la tradition hindoue, qu'on a traduit par le chant du bienheureux. Et là, il y a justement une citation dans ce texte qui dit « Le secret de la liberté humaine, c'est d'agir en étant détaché de ses actes, et puis là, on pourrait dire en étant détaché des fruits de son action. » Troisième donc, piste. Quatrième piste, c'est préférer le pouvoir de et avec au pouvoir sur et au pouvoir contre. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup apparu ces dernières années, avec une série d'auteurs et de chercheurs, et je pense notamment à Jean-Marie Pelt, qui depuis très longtemps avait écrit sur l'entraide dans le vivant, et puis ensuite il y a eu Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui ont écrit un livre, La loi de l'entraide, mais bon, fait en se fondant sur une série de recherches et de textes qui étaient bien antérieurs à leurs propres écrits. Et en fait, on montre justement, tous ces auteurs montrent l'importance dans le vivant de la coopération. Et qui est une dimension qui a souvent été, je pourrais envie de dire, un peu sous-évaluée ou ignorée par rapport à la compétition, la prédation, etc. Et je crois justement qu'aujourd'hui, on voit à quel point la compétition, la compétitivité est omniprésente dans la société, dans le monde économique. Et bien, par rapport à ça, la personne militante va justement préférer un autre rapport au pouvoir qui va être fondé sur la coopération. Alors, le rapport dominant, c'est le pouvoir sûr. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose qui est souvent un modèle hiérarchique, un modèle de domination, où l'autre, en fait, devient un concurrent, devient un rival. On le voit bien dans les entreprises, et puis on le voit bien même dans le monde des ONG, on le voit un petit peu partout. Hein. C'est quand même un fonctionnement de nouveau quand l'ego est aux commandes. Alors que le méditant, il va préférer le pouvoir de, plutôt que le pouvoir sur. Et le pouvoir de, qui est centré justement sur un modèle de coopération, et dans ce modèle-là, l'autre n'est pas un adversaire, n'est pas un rival, n'est pas un concurrent, mais est un allié. Et du coup, quand on entre dans cette dynamique-là, dans cet esprit-là, dans cette culture-là, parce que c'est vraiment une autre culture du pouvoir, eh bien, la peur peut faire place à la confiance. Et ce qui est formidable dans cette culture du pouvoir, c'est que finalement, ce pouvoir il s'accroît à partir du moment où on le partage. Alors que le pouvoir sûr, il va d'abord s'accroître quand on l'accapare. Voilà. Ce qui repose sur un capital, sur de l'argent, de l'information, des contacts, etc. Et puis qu'on va un peu avoir tendance à garder pour soi, qu'on va éventuellement pouvoir justement pour s'accroître, alors que le pouvoir eh bien, on va être dans une dimension de sens, d'imaginaire, de vision qu'on va partager. Et puis on va mettre nos compétences, nos savoir-faire, nos savoir-être, justement, on va les partager et on va les mettre au service, justement, d'une dynamique collective, dans des dynamiques de partenariat. Et dans, finalement, le pouvoir sûr, on est dans un jeu à somme nulle. Finalement, ce que je gagne, l'autre le perd, alors que dans le pouvoir de, on est dans un jeu à somme positive. Ce que je gagne, l'autre le gagne aussi. Voilà, peut-être quelques premiers éléments sur cette autre dimension, cet autre type de posture pour la personne méditante, militante. Et je dirais qu'un dernier point, c'est dans tout ça, parce que ça a vraiment à voir avec les dynamiques de transition,
Eh bien, et là, on n'est pas là, du coup dans préférer quelque chose à l'autre, mais dans une forme de complément. C'est que vraiment, importance de compléter l'action individuelle par l'action collective. Les dynamiques de transition sont des dynamiques collectives. C'est-à-dire que vraiment, on participe euh, collectivement à cette grande œuvre co-créatrice, cette œuvre de guérison conjointe de la Terre et de l'humanité. Donc, on est vraiment dans une co-action. Ça vraiment implique voir l'importance non seulement d'avoir une vision partagée, mais aussi d'unir nos forces avec d'autres. D'unir nos forces avec d'autres. Et donc vraiment de créer des alliances. De créer des alliances. Des alliances avec d'autres et aussi avec les autres humains, avec le vivant. Et là, ça pose toute la question des dynamiques de coopération. Alors, on pourrait parler de gouvernance partagée, peut-être qu'on en reparlera après. Mais voilà, comment on va fonctionner en collectif, et on sait que ce n'est pas simple. Et puis, de nouveau, quels vont être un petit peu les moteurs qui vont être de cette coopération. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais juste mentionner une chose, parce que j'ai vraiment pu l'observer aussi dans des dynamiques collectives. Il peut y avoir des coopérations, des dynamiques collectives, j'aurais envie de dire, qui sont un peu nourries par des émotions un peu tristes. On pourrait dire ce que Spinoza appelle les passions tristes, parce qu'elles ne sont pas travaillées, comme le ressentiment, comme la peur, comme la colère, la volonté d'en découdre, le mépris, la haine de l'autre, qui peut justement un peu commencer, un peu alimenter un peu des logiques de guerre. Et je dirais que la voix de la personne méditante invite justement à travailler tout ça pour pouvoir faire émerger d'autres énergies, alors qui pour moi sont non seulement renouvelables, mais au fond inépuisables, qui sont les énergies de la gratitude, de l'émerveillement et de la joie. Et ça, c'est vraiment, notamment Patrick Vivray, grande figure d'inspiration, qui à un moment donné dit « La joie, c'est ce qui permet de devenir des coopérateurs ludiques, plutôt, et donc de cesser d'être ce qu'il appelle des guerriers puritains. » Voilà. Et Joanna Macy nous invite toujours à garder, comme elle dit, le cap intérieur de la joie profonde. Alors, j'en arrive gentiment vers la conclusion de cette présentation. C'est que je pourrais intituler, au fond, vers la cohérence. Parce que finalement, ces différents éléments, et qui ne sont pas exhaustifs, hein, voilà, mais c'est les premiers éléments de piste. Après, l'essentiel, c'est voilà, donner plutôt des impulsions à partir desquelles vous pourrez faire votre propre miel. Et je dirais que toutes ces attitudes intérieures, toutes ces pistes, finalement, c'est autant de manières, de moyens pour incarner cette fameuse phrase de Gandhi qui est devenue un petit peu la devise de la transition, vous savez, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Différentes manières de l'exprimer. Deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Et Satish Kumar, voilà, autre grande figure de la transition, voilà, avec qui on a pas mal collaboré dans le cadre de ce laboratoire de transition intérieure dont Christine a parlé. Alors lui, il dit, voilà, il ne faut pas seulement marcher pour le changement et pour le climat, il faut être le changement en marche, hein, soi-même, voilà, dans tout son être. Donc là, il y a vraiment, si vous voulez, comme dynamique et comme moteur, cette quête de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce que l'on est et ce que l'on prétend être, etc., etc. Et puis finalement, peut-être aussi retrouver un équilibre entre toutes les compétences, toutes les composantes de notre existence, professionnelle, sociale, écologique, intérieure, familiale, spirituelle, etc. Alors, je dirais que c'est évidemment magnifique cette phrase de Gandhi, et cette quête et cette vision, mais que ça, c'est vraiment mon expérience et notre expérience aussi dans ces années de laboratoire de transition intérieure, c'est que selon la manière dont elle va être comprise et vécue, ben, ça peut aussi devenir une énorme source de pression, de stress, voire même parfois de découragement, aussi bien pour soi et que pour les autres. Alors personnellement, et je ne le suis pas, je connais très peu de personnes, et encore moins de collectifs, qui sont parfaitement cohérents ou cohérentes. Voilà.
Et c'est pour ça que je proposerais personnellement plutôt une vision dynamique de la cohérence. Donc la cohérence, non pas comme un état ou une forme de, voilà, de perfection qu'on aurait atteinte, mais plutôt comme une dynamique, comme une tension vers quelque chose. Hein. La tension, en fait, la cohérence, c'est la tension vers la cohérence. C'est la dynamique vers la cohérence. Et peut-être dans une conscience de plus en plus fine de toutes nos incohérences. Et c'est vraiment l'important, c'est d'être dans ce mouvement, c'est d'être dans cette dynamique, c'est d'être dans ce désir, avec au fond chaque jour le désir de faire un petit pas de plus. Peut-être même que parfois, chaque jour, on a l'impression qu'on régresse, qu'on fait des pas en arrière. Et en même temps, chaque jour, essayer de faire un petit pas de plus. C'est la grande, vous savez, devise des pèlerins sur le chemin de Compostelle. Ultreia, un pas au-delà. Finalement, voilà. Être dans cette dynamique d'aller de l'avant, c'est peut-être ça. C'est simplement faire chaque jour un petit pas au-delà. Eh bien, je crois que, voilà, vécu dans cet esprit-là, aller de l'avant avec ces dynamismes, ces pistes et ces postures intérieures, mais je pense que c'est aussi, quand on commence à les incarner, et c'est tout un chemin, hein, c'est tout un travail, parce qu'elles ne sont pas automatiques, elles ne sont pas naturelles, elles sont à éveiller, elles sont à cultiver au quotidien. Je pense que c'est autant de pistes pour... Christine a parlé à un moment donné d'épuisement, de suractivisme, d'hyperactivisme. Eh bien, je pense que c'est un des excellents moyens pour prévenir l'épuisement. Vous savez que le burn-out ne se rencontre pas seulement dans les multinationales. C'est quelque chose qui est un syndrome qu'on rencontre beaucoup dans le milieu associatif et même le milieu de la transition, comme des formes de dépression, d'épuisement et d'épuisement des militants et militantes, qui touchent donc beaucoup de personnes engagées. Et donc vraiment, voilà. Donc, et je pense que tout ça va permettre en fait de prévenir tout ça, de prévenir ces épuisements. Puis peut-être du coup, parce que ça en est une cause, de permettre de résister à ce que Patrick Vivray de nouveau appelle le militantisme sacrificiel. Donc parfois j'ai envie de parler de militantisme autosacrificiel, où finalement tout, hein, jusqu'à sa vie personnelle, sa vie intime, sa vie de couple, est au service de la cause, et pour de bonnes raisons, mais au service de la cause, mais justement au risque à un moment donné de sombrer dans l'activisme, de le burn-out, de ne plus avoir d'espace pour respirer et pour prendre soin de soi, de soin peut-être aussi de notre collectif, de tout ce qui nous constitue, et puis de prendre soin du vivant. Voilà. Et c'est aussi justement un moyen de prévenir ce fameux PFH. C'est Pierre Rabhi en particulier, mais c'est une expression qui vient du monde en fait canadien. Au PFH, qu'on a appelé le putain de facteur humain. Alors, dans notre livre, on a aboli la notion de putain et on lui a préféré le pénible facteur humain, pour des raisons qui, évidemment, sont évidentes. C'est vraiment, voilà, tous ces jeux de l'ego, du pouvoir, etc., qui peuvent miner souvent les meilleures initiatives et les collectifs. Et donc, prévenir le PFH, le pénible facteur humain, voilà, pour pouvoir, en fait, le transformer en précieux facteur humain. Et donc, dans les collectifs, tout ça, évidemment, passe par, voilà, je l'ai évoqué, des formes de gouvernance nouvelles, des formes d'intelligence collective, d'autres manières de fonctionner ensemble, de collaborer, d'exercer, de partager le pouvoir, de décider ensemble, etc. Toujours en résonance avec ces attitudes intérieures. Et ça, c'est vraiment tout ce grand chantier de la gouvernance partagée. Alors, il y a plein de définitions de la gouvernance partagée, mais une qu'on utilisait beaucoup au laboratoire de transition intérieure, c'était au fond, et qu'on a repris finalement en adaptant un peu, mais d'une association formidable qui s'appelle l'Université du Nous. Vous voyez, j'ai cité différents auteurs et différents organismes parce qu'en transition, c'est vraiment important de toujours, voilà, en fait, honorer et remercier et exprimer sa gratitude pour tous ceux qui nous ont précédés et qui permettent que dans notre réflexion, notre action, on soit là où on est. L'Université du Nous, je pense, sur ces questions, est vraiment une organisation pionnière, fondatrice et même très en pointe. Et alors, en adaptant un petit peu ce qu'ils disent, nous, on disait finalement,
la gouvernance partagée, c'est comment créer du nous, c'est-à-dire du nous vraiment au service d'une vision commune, une vision partagée, une raison d'être commune, mais créer du nous dans le respect, dans la reconnaissance et l'épanouissement de la richesse et de la singularité de tous les jeux. Hein, ça, c'est vraiment dans cette dynamique et cet équilibre. Et récemment, j'ai relisé un texte d'Edgar Morin, centenaire fabuleusement vivant et toujours source d'inspiration, qui disait, et c'est magnifique cette phrase, ça a complètement à voir avec ça, la vraie vie poétique, c'est l'exaltation du je dans le nous. Alors voilà, peut-être que aller de l'avant, c'est au fond habiter personnellement et collectivement la Terre en poète, en faisant chaque jour un petit pas de plus. Voilà. Merci de votre attention. Merci Michel Maxime. On va laisser résonner ces phrases, ces mots, ces élans avec Anne, que je n'ai pas présentée tout à l'heure, mais qui est fidèle, présente, accompagnatrice en transformation, en formation, en transformation sur les questions d'éco-psychologie, d'éco-spiritualité et qui nous accompagne voilà, dans notre parcours. Donc Anne, je te laisse nous accueillir dans cet espace de silence quelques minutes. Oui, j'aime beaucoup animer les temps de silence. Merci, merci Michel Maxime. Alors peut-être je nous invite à fermer les yeux quelques instants pour permettre justement aux mots que nous venons d'entendre de poursuivre leur chemin vers notre cœur, vers notre cœur profond. Et puis de ressentir peut-être ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment c'est là, après avoir écouté ces messages, après avoir écouté ces postures qui nous sont proposées. Peut-être ressentir tout particulièrement notre respiration qui vient comme envelopper tout ça, comme prendre soin de ce qui se passe en nous. Chaque inspiration, chaque expiration. Oui, laisser bercer peut-être tout ça avec notre respiration. Laisser bercer tout ça en nous. Comme dans un berceau accueillant. Puis j'ai envie de nous inviter à ajouter un sourire. Ajouter un sourire, c'est ajouter de la joie. D'être effectivement s'assurer que ce ne sont pas des émotions tristes qui nous animent, mais inviter la joie. Quand on est là, au fond de nous, il y a peut-être de là peut peut-être venir des questions, des réflexions après cette conférence. Quel petit pas je serais prêt, moi,
à faire? Quelle posture me semble plus facile d'incarner? Avec qui j'aimerais ou je voudrais essayer d'avancer? Alors, tout doucement, eh bien, on peut peut-être dire un peu notre respiration, augmenter un petit peu son intensité, l'inspiration, l'expiration, et puis sentir que le fait de respirer un petit peu plus fort, comme ça remet notre corps en mouvement. C'est ce qui vous est demandé finalement, hein. Et puis tout doucement, on peut aussi ouvrir les yeux. Comme nous le disait Michel Maxime, on ne va pas se mettre en mouvement tout seul. Puis on peut se regarder. J'invite peut-être les personnes qui ont quitté, voilà, merci, qui avaient éteint leur caméra à la rallumer. Qu'on sente aussi très concrètement ce nous que nous formons ce soir déjà. Ce nous qui va nous donner confiance, qui va nous donner envie. Nous ne sommes pas seuls, envie d'avancer, envie de faire ses premiers pas. Voilà, merci beaucoup. Et puis donc, le petit temps qui nous reste maintenant, ben, il est pour nous, pour faire remonter toutes les questions qu'on pourrait avoir, que l'on peut adresser à Michel Maxime. Alors la parole vous est donnée. Vous pouvez soit la prendre directement, soit si certaines personnes préfèrent l'écrire dans le chat, c'est comme vous voulez. Bonsoir. J'ai une question ou une réflexion. Dans vos travaux, Michel Maxime, alors moi de mon côté, je vais commencer un travail de recherche sur les tiers-lieux et justement l'aspect de transformation de soi. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Hartmut Rosa sur le concept de résonance. Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous inspire? Parce que, enfin, personnellement, je trouve ça assez extraordinaire. Donc, se remettre en résonance, en fait, le philosophe dit que c'est ça qui nous manque, en résonance avec le vivant, en résonance avec soi, en résonance avec son intériorité. Voilà, je vous laisse dire quelque chose si c'est possible. Merci. Alors, merci Claire. Alors, je, je connais évidemment un petit peu Arnold Rosa, mais j'ai pas beaucoup pratiqué, j'ai pas beaucoup lu ce philosophe, donc ça m'est difficile. Voilà, j'ai lu quelques interviews, et c'est vrai que cette notion de résonance, en tout cas pour moi, résonne aussi beaucoup. Alors après, je sais, faudrait justement, en l'étudiant, voir exactement ce qui mène à derrière. Mais pour moi, en tout cas, ça résonne beaucoup avec ce que nous, en particulier dans cet ouvrage qui porte ce titre, on l'a appelé au fond Reliance. Enfin, je pense que de ce que j'entends, c'est un petit peu quand même, alors même si dans la notion de résonance, ça donne encore une autre, justement, consonance peut-être, avec une dimension plus encore d'écoute peut-être, de vibration, je ne sais pas. Mais c'est vrai que dans la notion de reliance, et c'est le travail qui relie, j'ai l'impression qu'il y a, comme ça, je dirais intuitivement, de nouveau, sans avoir vraiment étudié et pratiqué ce philosophe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup intuitivement précisément de résonance avec son travail, puisque tout le travail qui relie et tout ce qu'on met en œuvre dans les dynamiques de transition intérieure, c'est vraiment comment travailler à, en fait, développer et créer des relations euh, profondes et de qualité avec soi, avec les autres, avec le vivant et les autres humains. Et alors après, je ne sais pas si c'est important pour Hartmut Rosa, mais dans une perspective spirituelle avec ce qu'on peut appeler ce Si, si. mystère sacré du plus grand que soi. Son dernier livre, justement, c'est La religion ou le spirituel comme ressource. Ça vient de Voilà. sortir, là.
C'est un tout petit livre, hein, je peux vous conseiller pour ceux Oui, qui ont. alors merci Ça, beaucoup c'est pour la vraiment le piste. tout petit livre. Voilà, Et moi j'avais plutôt lu d'Hartmut Rosa ses écrits sur l'accélération, Oui, le oui, oui. temps, Ça, voilà, c'est qui costaud est une déjà, voilà. contribution essentielle évidemment, parce que Ouais. en fait, j'aurais pu aussi développer tout un point sur la personne militante dans la relation au temps, qui est évidemment un point essentiel pour ne pas être complètement dévoré par le chronos, hein, pour pouvoir s'inscrire dans une autre temporalité. Mais oui, voilà. Donc moi, en tout cas, oui, ben merci de la piste. Et puis, je pense que, de fait, je pense qu'il y a beaucoup du coup, de résonance entre son travail et Oui, puis c'est ça. ce Et qu'on en a pu plus, il développer. y a des pistes concrètes, puisque là, la thématique, c'est un travail. Il y a vraiment chez lui des pistes concrètes, voilà, d'action. Ben, Ou en fait, des choses quelque part qui étaient de bon sens, mais qui ont disparu. C'est-à-dire, par exemple, simplement bah, écouter de la musique, s'arrêter, prendre le temps de se poser. Pour certaines personnes, puisque maintenant on fait des stages pour se déconnecter, ça devient quand même incroyable, quoi. Enfin, ouais. il y a des choses qui paraissaient du bon sens qui ne le sont plus. Donc, revenir en résonance et retrouver aussi notre être profond, quoi. C'est, voilà. En fait, est-ce que ça a aussi à voir avec le fait, à un moment donné, parce que je pense que quand on est pris dans ces flux d'accélération, du coup, on est non seulement on est déconnecté, mais on est peut-être non plus disponible, en fait, pour C'est ça. pouvoir Bah, oui, participer. d'ailleurs, un de ces titres, c'est Rendre le monde indisponible. Et c'est très profond, ça. Rendre le monde indisponible au niveau de la posture écologique. Enfin, je me tais, hein, maintenant. Mais du coup, c'est aussi de se rendre intérieurement disponible, précisément. Parce que moi, je pense, et c'est pour ça que la notion de résonance, pour moi, elle résonne bien, parce que je pense que, en particulier, l'écoute est absolument essentielle. D'ailleurs, tout ce qu'on fait dans le travail qui relie aussi dans les exercices, on donne beaucoup de place à l'écoute, que ce soit justement une écoute, voilà, comme on dit, active, où on va être dans l'écoute de l'autre, et puis dans, évidemment, aussi l'écoute du vivant. Voilà. Merci. Est-ce que, avant de couper complètement votre micro, vous pourriez nous redire le titre du Deux. Ah, dernier ouvrage dont vous parliez? j'ai mis là le mot, enfin le nom Harmut Rosa, je l'ai mis dans le. Voilà. Et vous trouverez, alors il y a effectivement sur. En fait, il y a une sorte de thèse, puis après, il y a des ouvrages de vulgarisation hein, sur. J'ai plus les titres exactement là. Et le dernier dont vous parliez sur la Mais là, spiritualité, c'est sur. Alors, je sais plus non plus. c'est pas Enfin, il grave, on suffit de regardera. regarder, mais ça vient de sortir. Hein. C'est sur le fait que la religion est vraiment une ressource pour justement revenir à la résonance. Et que notre société irait mieux justement si elle acceptait de se relier à nouveau au spirituel. Après, on l'appelle comme on veut, mais il y a des courants en ce moment qui sont dans ce sens-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est bah, en fait, tout ça, c'est en lien. Se relier, enfin, c'est relier, reliance, résonance sont des mots qui parlent. Voilà. Donc, vous trouverez assez facilement hein, les références. Je vous ai mis le Harmut Rosa. On a de la chance parce qu'il est traduit en français. Merci Claire. Il y avait dans le chat, alors je remets une petite remarque. Je vais vous partager de Laurence. Ces paroles m'ont donné de la joie et ont réveillé des envies et mon désir profond. Elles me donnent aussi une plus juste vision de mon engagement local que j'ai tendance à dévaloriser, mais qui pourtant est réel. Cela me sort de mon accablement d'impuissance d'agir. Merci Laurent, ça me touche beaucoup. Si ça a pu avoir cet, Oui, si merci. ça a cet effet-là. Ça me fait vraiment du bien la façon dont vous avez parlé de se connecter à son être profond avant d'aller brandir des étendards et des bannières, ce que je n'ai jamais su faire. Voilà, donc merci, ça me conforte. Merci. J'ai une question. Il y aura, oui. Que j'adresse à Monsieur Heger.
dans les groupes de, lors de la création, du développement d'un projet, est-ce que vous intégrez des jeux participatifs entre les personnes? Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que vous entendez par jeu participatif? Alors, j'ai suivi entre autres le cursus pédagogique d'enseignement Steiner, et puis dans les classes, on intégrait vraiment les jeux participatifs, c'est-à-dire pour développer l'entraide, la collaboration, des jeux qui vous forcent à travailler ensemble, où vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Et dans le projet que je suis en train de développer au jardin, un jardin pour les jeunes et les jeunes adultes et les ados, j'aimerais beaucoup intégrer ces jeux, mais les adapter, vu que mes jeunes, ils ont 18, 22, ils n'ont pas ni 7 ni 12, ni 12 ans. Et je me demandais si c'était quelque chose que vous mettiez déjà en avant, que vous partagiez déjà parfois dans des projets, et si vous aviez des idées. Alors, merci de la question. Alors, simplement, au sein du laboratoire de transition intérieure et dans l'ONG qui portait en fait ce projet, qui était justement à l'époque, bon, maintenant, les choses ont changé parce qu'il y a eu voilà, des changements structurels, mais qui était vraiment très en pointe dans les modes de gouvernance partagée. Donc, on était vraiment en pleine holacratie. On travaillait avec l'Université du Nou et on avait effectivement des ateliers, des journées pour en fait voilà, travailler ce nous, développer ces postures d'entraide, ces postures de solidarité, ces postures d'écoute, de bienveillance, etc. Et ça pouvait prendre effectivement toutes sortes de formes et qui pouvaient être des formes effectivement de jeu. On était un peu accompagné aussi par l'Université du Nou voilà, qui nous a proposé toutes sortes de pratiques. Alors bon, il y en aurait plein, mais je me souviens, alors c'est un jeu tout simple, alors je ne sais pas après comment vous pourriez l'adapter, mais en fait c'est un jeu qu'on fait avec des baguettes de bambou. Mhm. Et puis en fait on va commencer à être deux, et puis on va prendre chacun la baguette avec un bout du doigt, l'autre va tenir la baguette avec un doigt, voilà, comme ça. Et puis en fait on va à un moment donné fermer les yeux. Et on va commencer à bouger ensemble sans que la baguette tombe. Et puis à un moment donné, on va être invité, alors on pourra rouvrir les yeux à prendre avec l'autre main une autre baguette qui va être connectée encore à un autre duo. Et pour finir, vous allez être 30 personnes à vous balader comme ça et à faire des figures pendant un temps qui peut être assez long en essayant de faire que ces baguettes ne tombent pas. Ça, c'est quelque chose qui, pour créer justement du nous, en termes d'écoute, de sensibilité, est absolument extraordinaire et c'est tout simple. Après, il y a des jeux qu'on peut faire en cercle, voilà, c'est des choses qui me reviennent comme ça. Est-ce qu'on arrive à un moment donné, alors il y a toute une mise en train, mais est-ce qu'on arrive par exemple tous ensemble, 30 personnes dans un cercle, à faire un clap tous ensemble en ayant les yeux fermés? Voilà, une petite chose comme ça, mais qui en fait, pour y arriver, amène à vraiment être vraiment dans ces postures finalement de résonance et d'écoute, doit être très profond. Et il y a plein de jeux, vraiment. Mm. Et tout le travail qui relie aussi, on a des jeux où on fait du mirror walking, c'est-à-dire où on marche les yeux bandés en guidant l'eau dans la nature, une forme de retrouver un peu des jeux d'enfants, des choses comme ça. Mm. Moi, je propose que pour clore cette conférence tout à l'heure, on fasse un clap tous ensemble hein, pour voir si on y arrive. En piste, Eliora, j'aurais dans la philosophie méthodologie des 8 Shields, je ne sais pas si vous avez entendu parler à travers, notamment qui arrive en France à travers le film L'autre connexion. C'est un reportage sur des écoles dans la forêt ou au Canada. Et en fait, la place du jeu est absolument fondamentale. Et quand on se forme nous-mêmes au White Shields, en fait, on n'arrête pas de faire des jeux coopératifs, solidaires ou avec la nature. Et oui, voilà, c'est le jeu et le chant. Tu parlais d'être ensemble en cercle et des chants qui nous rassemblent. Voilà, c'est des outils qui sont loin un petit peu de notre éducation conventionnelle
et qui font vraiment du bien. Et comment vous nommiez ça, les Wei-Chin, ça s'écrit comment? Alors, Oui. je vais vous le mettre dans le chat, c'est les Eight Shields. C'est vraiment pas très glorieux comme c'est en anglais. Ça veut dire les 8 blasons. Ah, Et voilà, c'est une méthodologie, philosophie héritée des Amérindiens par voilà. les États-Unis, le Canada, qui arrive en France depuis quelques années et qui est très intéressante sur les questions d'éducation, de mentorat, de transmission. Voilà, c'est Eight Shields. Je le mets dans Shields. Ah, voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous interpellent sur peut-être des points précis de ces valeurs, de ces vertus? Moi, bah, merci beaucoup parce qu'en fait, je retrouve des choses de la spiritualité ouais, ignatienne, catholique, avec d'autres mots, comme le mot de cohérence ou le mot d'unification. Voilà, et donc l'émotion, les mouvements. Donc, merci pour le nommer d'une autre façon, en fait, qui permet peut-être justement de le communiquer plus largement. Voilà, c'est précieux, en fait. Même la place du désir, en fait, puisque Dieu travaille à partir de notre désir, quoi. Enfin, voilà. Donc, ouais. Et moi, je pense que je vais repartir avec comment je peux faire du temps un allié plutôt qu'un adversaire, alors qu'il y a des moments où moi aussi je suis saturée de trop de choses à faire. Et donc, il y a des moments où j'arrive à bien conserver ces temps de méditation au milieu de journées très chargées, mais pas complètement. Voilà. Donc, cette question de quand je sens que je peux voir le temps comme un adversaire, je crois que ça va s'allumer et du coup me dire, OK, est-ce que tu pourrais pas plutôt le voir comme un allié? Qu'est-ce que ça donnera comme fécondité si je lâche sur telle et telle chose que l'efficacité me demanderait de faire? Voilà. Je crois que je vais repartir avec ça, en fait. Oui. En tout cas, merci pour cette belle conférence et ce partage. On se sent moins seul du coup. À C'est œuvrer, c'est bien. ouais, c'est bien le but aussi. Moi, Moi, je voudrais- j'avais peut-être une petite question que tu imagines me travaille bien, Michel Maxime. C'est vraiment comment, sur la durée, euh, garder cette force de l'agir non-agir dans un monde qui est quelque part tout le contraire. Comment garder la grâce et comment garder le lâcher-prise face aux obstacles et ne pas solliciter l'ego qui vient pour essayer d'abraser, enfin, d'aplanir le chemin. J'ai l'impression que parfois le non-agir enfin, l'agir non-agir, le way, euh, dans le désert, en Islande, au Sultanat d'Oman, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça marche. J'ai l'impression que dans nos mondes urbains, rapides, efficaces, etc., c'est vraiment un trop gros exercice voilà, de rester ancré. Voilà. Et tu connais mon engagement, tu connais mes combats. Donc, voilà, vraie question. Bah, c'est une vraie question. Et puis, j'ai pas de. Enfin, moi, je peux pas donner une réponse qui serait une forme de recette avec du genre il faut faire ça, il faut faire ça. Je pense que la question que tu poses, elle est réelle, elle est absolument essentielle. Euh, et je pense que moi-même, à certains moments, j'y ai été confronté.
maintenant, j'ai pris ma retraite professionnelle récemment, donc j'arrive évidemment, je suis plus maître de mon temps, parce que c'est aussi un peu ça cette question, c'est que quand on est vraiment très investi au niveau professionnel, au niveau associatif, etc., à un moment donné, on n'est plus vraiment maître de son temps et c'est plutôt le collectif, les obligations, etc., qui imposent toute une série de choses. Mais je dirais que, euh, d'ailleurs pour moi, mais je peux vraiment, je me donne pas un exemple, mais je peux juste dire comment j'ai toujours essayé de vivre ça et ça a été des choix. Par exemple, j'ai toujours choisi de ne pas travailler à plein temps et de ne travailler qu'à temps partiel. Mhm. Et ce temps partiel était pour moi précisément pour ça. C'est-à-dire, c'était des temps qui étaient un peu comme... En fait, euh, au fond, c'est toute l'institution du sabbat biblique que certains grands rabbins appellent comment créer des temples ou des sanctuaires dans le temps. C'est-à-dire vraiment... Et c'est pour ça que je pense que c'est important de... Alors après, évidemment, il faut le vivre au quotidien dans tout ce qu'on fait, mais peut-être d'arriver à se ménager sinon quotidiennement, mais en tout cas vraiment chaque semaine, peut-être des temps sabbatiques, des temps qu'on va sanctuariser. Ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, ça peut être le matin, etc. Pour ce temps où on sort du flux, où on se reconnecte à l'intériorité. Ça peut être de la prière, ça peut être de la méditation, ça peut être la lecture d'un texte, ça peut être surtout aussi d'aller dans le vivant. Et je pense que là, il y a au fond une forme de rythme. Et je pense que c'est important, c'est justement d'arriver à trouver un rythme pour instaurer ces respirations. Parce que pour moi, c'est tout ça à voir avec la respiration. Et je crois que c'est aussi dans ces moments-là ce qu'on va pouvoir avoir, ce qui va nous permettre de vivre et traverser d'une autre manière ces temps où effectivement on va être plus dans peut-être des formes de stress, d'accélération, pour répondre à d'innombrables sollicitations. Il y a tout un travail de discernement à faire, hein, comment le fameux différent entre l'urgent, l'important et l'essentiel. Et on est toujours dans une société où l'urgent finit toujours par l'emporter sur l'important et l'important sur l'essentiel. Comment on arrive à créer justement des espaces où l'essentiel reprend sa place. Et je pense d'arriver à cultiver ces moments-là. Ces espaces-là, c'est ce qui nous permet aussi peut-être de pouvoir durer et vivre les choses autrement. Il ne faut pas oublier, c'est les fameux, dans la tradition grecque, on parle des trois types de temps, hein. Il y a le chronos, il y a le kairos et puis il y a l'éon. Et le chronos, c'est vraiment ce temps linéaire qui est le temps de l'économie, qui est le temps des médias, qui est le temps de la société. Et il ne faut pas oublier que Chronos, c'est un dieu qui dévore ses enfants. Comment ne pas être que dans le chronos, même si on ne peut pas s'extraire complètement du chronos. Comment on arrive à habiter le chronos par du kairos, qui est ce moment opportun, qui est cet instant où tout à coup on va pouvoir, qui va justement nous ouvrir sur l'éon, c'est-à-dire un temps plus grand, un temps infini. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et puis sortir de la linéarité, ça veut dire peut-être aussi retrouver, et ça va avec le temps du vivant, ne pas être que dans un temps linéaire, mais aussi retrouver les temps cycliques des saisons, de la lune, du soleil. Et c'est pour ça que, en fait, de trouver les moyens d'avoir cette reliance, disons, régulière, constante avec le vivant. Voilà, c'est pas vraiment des réponses, mais je pense en tout cas que euh, et puis après, je pense que, alors ça a pour moi à voir avec un des éléments dont je n'ai pas parlé, mais c'est dans la démarche de la personne militante, ça a à voir avec la capacité d'oser dire non. Il y a des moments où il faut dire non. Et on peut être dans des natures qui avons avant tout, parce qu'on est généreux. Et puis là, je te connais, Christine, tu es engagée, généreuse, en plus consciente de tout ce qui est à faire, de l'urgence, de la gravité des problèmes, etc. Et puis de toutes ces sollicitations qui viennent, qui sont formidables, des gens qu'on aime, etc. Et puis à un moment donné, il faut oser dire non. Ben non, voilà.
peut-être ça, c'est peut-être un des éléments qui n'est pas si facile, mais qui est assez essentiel. Mm. Merci Michel Maxime. On s'achemine doucement vers la fin de cet atelier. Est-ce que Laurence, tu as levé la main? Est-ce que tu veux poser une question rapidement et avec une petite réponse assez rapide aussi? Oui, je peux être rapide. Je voulais juste dire que je rejoignais Colette quand elle a mentionné une proximité entre le TQR et la spiritualité ignatienne. Moi, je suis membre d'une communauté ignatienne. Et quand je ne savais rien du TQR et qu'un ami facilitateur nous a présenté ça, je me suis dit, mais ça ressemble beaucoup à des choses que dit Saint Ignace. Voilà, c'est tout. Alors, pour Bon. vous présenter, Colette était dans un atelier au Châtelard et Laurence est à Saint-Hugues-de-Biviers, donc chez les Ignatiens. Et Laurence a suivi aussi un atelier de travail qui relie. Alors, Voilà, ça se tisse. Ça se c'est tisse juste, de ben voilà, partout. donc Christine va proposer un atelier de TQR au centre du Châtelard cet été avec Xavier de Bénazet, qui est le délégué Laudato Si du côté des Jésuites. Et moi, je rentre en fait d'une petite retraite avec Xavier et avec Cécile Renoir du campus de la Transition. Et puis voilà, donc on est aussi en train de travailler, ça fait partie de tous ces tissages et petits groupes où on réfléchit sur, entre guillemets, la christianisation du TQR et justement toutes les résonances qu'il peut y avoir entre, en particulier, les exercices spirituels de Saint Ignace et cette approche. Mais Mhm, pas seulement, plus largement l'éco-spiritualité chrétienne. mhm. Donc oui, c'est en train, il y a plein de dynamiques en cours là. Ouais, Je voilà. veux juste rajouter le site Oikos pour ceux qui sont intéressés. Il y a eu un colloque extraordinaire justement sur les habitats partagés. Donc vous pouvez, ils ont créé un groupe sur LinkedIn, parce que là aussi c'est en train de, j'allais dire d'exploser en termes d'initiatives, de Ouais. réseaux. Oikos. Merci beaucoup. Alors après, sur les initiatives, c'est vrai que on en a une palette et que vous avez des ressources sur les différents sites, donc sur le site trilogie.org de Michel Maxime, sur le site d'animatera.fr qui est voilà, le site de l'association. Vous avez aussi une plateforme qui s'appelle Vivre Relié au pluriel, hein, qui retrace grosso modo tous les acteurs de l'éco-spiritualité. Vous avez également en émergence le site d'écologie sensible créé par Elie et Tilly en Belgique. Évidemment, toutes les ressources des colibris, toutes les ressources des oasis, etc., etc. Je pense qu'on pourrait en citer beaucoup sur les engagements. Moi, je vais vous parler plus précisément dans les quelques minutes qui nous restent des prochaines propositions. Donc là, nous clôturons le cycle, hein, et bientôt nous clôturons aussi le parcours sensible d'éco-spiritualité. Et le prochain atelier de travail qui relie, si jamais vous avez l'élan, c'est le 26 et 27 avril, c'est-à-dire vendredi et samedi prochain au Forum 104. Et donc, vous pouvez vous inscrire à travers le site internet du Forum 104. Donc ça, c'est le premier rendez-vous très proche. Et si même vous n'êtes pas intéressé, mais que vous pensez à quelqu'un que ça pourrait nourrir, soutenir, etc., voilà, l'atelier est confirmé, mais il reste des places. Ensuite, il y a du 16 au 20, au 20 mai, la clôture du parcours sensible d'éco-spiritualité, mais où chaque personne est bienvenue pour vivre les différentes dimensions de l'éco-spiritualité. Ça sera au Centre Assise, que certains d'entre vous connaissent peut-être, dans une co-animation avec Anne et les personnes du parcours, donc, dont certaines, Anne Moser qui est là aussi sera présente, et pour vraiment vivre en présence tout ce qu'on aura développé durant l'année et l'offrir aussi en partage à d'autres. Il y aura au mois de juin donc une conférence atelier de Michel Maxime entre de l'éco-anxiété à l'espérance. À l'espérance. Tu me ah oui, qui est organisée par Méditatio chrétienne, le groupe de méditants chrétiens. Et ça sera, je ne me souviens plus à quel endroit, mais c'est le Peut-être, 8 et 9 juin à côté de Saint-Étienne. voilà.
Et en fait, c'est une session quand même de 2 jours qui, en fait, va suivre la spirale. Donc, il y aura aussi des pratiques de TQR. Voilà. Voilà, nous aurons également une retraite éco-spirituelle organisée par la Maison de Toby et Animatera à l'Arche de Saint-Antoine, qui est un haut lieu d'éco-spiritualité. Ça sera du 26 au 31 août à l'Arche de Saint-Antoine, avec Michel Maxime, Aloïs Lenohan, Patrice Sauvage et moi-même. Ça sera fin août. Entre-temps, il y aura encore une session travail qui relie et exercice spirituel ignatien au Châtelard, mais qui est quasi complet, je pense. Ça sera au mois de juillet. Et puis, l'année prochaine, si vous souhaitez rejoindre le parcours sensible d'éco-spiritualité, il y a 3-4 personnes. Il y a Colette, Christine, Anne, Nathalie, qui font partie de ce parcours. Si d'autres souhaitent rejoindre, on reproposera une saison 2 du parcours sensible d'éco-spiritualité pour comprendre et faire l'expérience de ce que ça veut dire que cette transition du méditant-militant en action dans notre monde. Et pour finir, nous vous proposons un geste tous ensemble. Est-ce qu'on se tente notre clap commun? On va déjà peut-être respirer, faire une grande respiration d'abord. Se détendre, voilà, retrouver notre assise. Expirer profondément à la rencontre de son intériorité et de la terre et offrir tout ce qu'on peut dans le lâcher-prise. Et puis, je vous propose effectivement un clap commun. On peut ouvrir nos micros, je ne sais pas ce que ça va faire. Pour essayer de taper ensemble. Ah, voilà. Attention. Attention, hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? On inspire, on expire. Je vais compter jusqu'à 3 et on peut peut-être même fermer les yeux. On va laisser faire. 1, 2, 3. Oh, non. 1, 2, 3. Oh. Voilà, du jeu, il faut mettre du jeu partout, du jeu JEU, et puis du jeu, et puis du nous, et du jeu, et de la souplesse. Voilà. Et notre atelier, là, vendredi et samedi, s'appelle Danser avec le vivant entre équilibre et souplesse. C'est vraiment entre cette dimension d'alignement et aussi de, voilà, se mouvoir avec ce qui est vivant et en laissant tomber autant que faire se peut l'emprise de la volonté, du temps et de l'efficacité pour aller vers la fécondité, la joie et l'espérance. Et beaucoup de gratitude pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Et puis on va s'entraîner à clapper tous ensemble. Merci Michel, Maxime, merci beaucoup À Anne, vous, merci merci de Forum votre présence, 104, merci merci de à chacun, l'invitation. chacune. Et à tout bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Au 25, au 26, Encore des au 26. Non, c'est pas terrible. Ah, bien.